Le journal. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres de l'actualité avec vous, Marina Moussavou. Lutte contre le Covid-19. Le gouvernement annonce un confinement de 15 jours du Grand Libreville à partir de ce dimanche 12 avril 2020. Dans ce journal, vous suivrez la déclaration du Premier ministre sur le plan de riposte et de soutien économique et social. Toujours dans la lutte contre le coronavirus, plusieurs détenus sur l'ensemble du territoire national retrouvent leur liberté. La décision a été rendue publique par le conseiller en communication du ministère de la Justice. Enfin, en sport, Franck Nguema, le ministre en charge des sports, entre en possession de 5 attestations d'attribution de parcelles pour la construction des infrastructures sportives au Gabon. Solidarité nationale Covid-19. Afin de contribuer à l'effort national dans la lutte contre le Covid-19, le ministère gabonais de l'économie et des finances vous sollicite à envoyer votre contribution sur les comptes Solidarité nationale Covid-19. C'est simple, vous pouvez le faire soit par RTL Monin au 077 09 00 63, par Mobile Cash au 060 00 14 10 ou directement sur le compte dédié en vous rendant au siège de la Caisse des dépôts et consignations, sise à l'immeuble Orchidea, rue Jean Dendé, prolongement de l'avenue de Cointé à Libreville. En ouverture de cette édition d'information, lutte contre le coronavirus au Gabon, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une importante déclaration sur le plan de riposte et de soutien économique et social. Dans son intervention, Julien Kogbekale a annoncé le confinement du Grand Libreville qui prend effet à partir du dimanche 12 avril 2020 à minuit pour une durée de 15 jours avec l'instauration de l'état d'urgence sanitaire. Écoutons le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogbekale, au micro d'Ahmed Ryan Zengi. C'était presque prévisible et son entrée en vigueur n'était plus qu'une question d'heure. Le gouvernement gabonais vient, au regard de l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays, de décréter l'état d'urgence sanitaire et le confinement total du Grand Libreville. Déclaration faite par le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogbekale à l'auditorium de l'immeuble Arambo de Libreville. La mesure de confinement du Grand Libreville, annoncée par le chef de l'État, participe de la lutte contre la propagation et la transmission communautaire du virus. Ce confinement concerne les communes de Libreville, Ovendo, Akanda, Ntoum, ainsi que la station balnéaire de la Pointe-Denis. J'annonce que le confinement du Grand Libreville, tel que défini ci-dessus, prend effet à partir du dimanche 12 avril 2020 à minuit pour une durée de 15 jours, renouvelable si les circonstances nous y obligent. Les ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale ont par la suite apporté plus d'éléments techniques sur les modalités de ce confinement total. Pour Noël Mata, la vie devra pendant la période définie se dérouler dans chaque espace défini. Autrement dit, toute circulation entre les localités sont interdites. En ce qui concerne les modalités pratiques, c'est quoi le Grand Libreville? Comment se déroulera? Le Grand Libreville est composé ici de Libreville, la commune de Libreville, avec ses 6 arrondissements, la commune d'Ovendo, avec ses 2 arrondissements, la commune d'Akanda, 2 arrondissements, la commune de Ntoum, 3 arrondissements, et on y a joint la station balnéaire de la Pointe-Denis. La vie devra se dérouler à l'intérieur de chaque espace parcellisé que je viens de décrire. Autrement dit, pas de circulation entre ces différentes entités. Cependant, le Premier ministre l'a souligné, il y a des activités essentielles pour lesquelles les dérogations spéciales ont été données ou vont être données. Lambert Noël Mata a informé en outre que durant la période d'ouverture des marchés, tout produit touché par un client devra être obligatoirement acheté. Il est aussi fait obligation du port des masques par le personnel travaillant dans les marchés et épiceries. Notons que après instruction du président de la République, les marchés resteront ouverts toute la semaine et la présence des personnes sur les marchés doit se justifier par l'achat et le respect des mesures barrières. Dans cette déclaration, le Premier ministre est revenu sur la mesure de dépistage massif des populations. Il invite ces populations cibles à participer volontairement à ce dépistage selon les modalités fixées par le ministre de la Santé. Écoutons à nouveau Julien Kogbekale, les chefs du gouvernement, au micro d'Ahmed Ryan Zengi. La mesure de dépistage massif des populations
a montré son efficacité dans les pays où cette mesure a été mise en œuvre. Il s'agit d'une mesure de santé publique et je voudrais inviter les populations cibles à y souscrire volontairement selon les modalités qui seront précisées par le ministre de la Santé. Il s'agit d'une opération importante qui vient renforcer les actions déjà mises en œuvre par le gouvernement et d'autres qui vont être mises en œuvre également. La réorganisation du système de santé pour faire face à la pandémie et assurer la continuité des prestations pour les autres pathologies. L'adoption d'un protocole thérapeutique à base de chloroquine, l'approvisionnement des structures sanitaires en stock de médicaments, l'achat des masques chirurgicaux destinés prioritairement au personnel soignant, aux forces de défense et de sécurité. La mise à disposition des équipements de protection individuelle pour les personnels de santé, la distribution des thermoflash, le renforcement des unités de soins intensifs dans les hôpitaux par la distribution de 100 respirateurs et de 100 appareils d'aide respiratoire, 10 ambulances et un kit d'imagerie mobile par province. Ça, c'est l'effort du gouvernement, l'effort du président de la République. Vous venez à l'instant de suivre le Premier ministre chef du gouvernement. Nous vous le disions en titre, plusieurs détenus sur toute l'étendue du territoire national retrouvent leur liberté. La décision a été rendue publique ce vendredi par le conseiller en communication du ministère de la Justice, Sidney Mbina, que nous vous proposons d'écouter. Communication du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Par décret numéro 00096-PR-MJGS portant remise gracieuse des peines, le président de la République, chef de l'État, agissant en vertu des prérogatives que lui confère l'article 23 de la Constitution, a décidé d'accorder une mesure de grâce à tous les détenus nationaux et expatriés condamnés pour les délits dont la peine restant à purger est inférieure ou égale à 6 mois. Cette mesure exceptionnelle de grâce constitue une des réponses à la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 au Gabon. Ces remises de peine concernent 680 détenus issus de l'ensemble des prisons du Gabon. Elle exclut tous les détenus condamnés pour des crimes graves tels que les homicides volontaires, les meurtres avec préméditation, les viols sur mineurs et les détournements de deniers publics. Par ailleurs, sur instruction du ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'inspection des services judiciaires a effectué un travail sur les détenus préventifs ayant abouti à la libération de 67 d'entre eux courant mi-mars 2020. La libération des détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle se fera dans les tout prochains jours après les vérifications d'usage par les différents procureurs de la République. La pandémie du coronavirus, on en parle encore dans ce journal, cette fois-ci pour voir l'évolution de son impact sanitaire dans plusieurs pays occidentaux et africains. L'analyse est de Régis Meunier. Le coronavirus, on ne dira jamais assez à moins qu'il ne s'agisse d'une lapalissade, est une dangereuse et terrible maladie dont la propagation exponentielle fait craindre chaque jour davantage le pire aux dirigeants et aux populations du monde entier, où elle sévit d'ores et déjà. Une crainte à tout le moins justifiée, l'hécatombe qui frappe de grands pays comme les États-Unis semblent ne pas avoir vu venir cette nouvelle pandémie du siècle. La région de New York, notamment, son gouverneur et son maire, sont obligés d'ordonner et de faire procéder à des inhumations provisoires dans les parcs, les lieux de sépultures habituels, les cimetières étant saturés. Au total, plus de 18 000 morts. En France, autre pays gravement atteint, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé il y a 2 jours un vaste plan de dépistage dans les EHPAD. Ce plan vient donc en appoint aux mesures d'ores et déjà décidées, au nombre desquelles le couvre-feu, l'état d'urgence sanitaire, la distanciation sociale, le lavage systématique des mains avant l'entrée dans les magasins et autres lieux publics. Pour arriver à bout du coronavirus, des voix écoutées en France et dans le reste du monde, comme celle de Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, plaident pour l'application du protocole du professeur Raoult, qui a consisté en l'administration de la chloroquine associée à un antibiotique, l'azithromycine, à un échantillon de 25 patients dont la viralité a considérablement baissé. Ce protocole ferait d'ores et déjà autorité. Toute chose qui amène donc Douste-Blazy à appeler à son application. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron a rendu visite hier à Marseille à l'illustre infectiologue, comme pour dorénavant prendre position pour lui par rapport aux querelles d'ego qui l'opposent au reste de la communauté scientifique française.
Philippe Douste-Blazy demande donc soit tu les querelles d'ego, car le taux de mortalité dû au coronavirus enregistré à Marseille est bas par rapport au reste de la France. Il s'agit bel et bien des résultats positifs globaux qu'engrange le professeur Raoult. Il s'agit aussi de dire halte à cette pandémie puisque ses ravages sur le plan sanitaire le sont aussi sur le plan économique dans nombre de pays occidentaux et africains, voire sur le reste du monde. Retrouvons Régis Mény. Si l'on admettait la conjecture selon laquelle on situerait l'atteinte du pic de cette pandémie en Chine au premier trimestre 2020 et que dans nombre d'autres pays elle apparaîtra moins aiguë, la croissance mondiale, à en croire l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, marquerait le pas et se chiffrerait à 2,4% en 2020 contre 2,9% en 2019. Les experts estiment donc que les effets dévastateurs du coronavirus devraient l'être moins aux États-Unis et au Canada. Les perturbations affectant les chaînes d'approvisionnement, voire celles de production et le ralentissement de la demande extérieure, devraient logiquement refréner les perspectives de croissance. Nombre de pays africains qui produisent aussi peu ou prou, bien qu'en proie à la crise économique précédant celle du coronavirus, viennent de bénéficier d'une aide accélérée de 270 millions de dollars américains, soit 162 milliards de francs CFA, de la part de la Banque mondiale. Cette aide se décline ainsi donc comme suit: Mauritanie 5,2 millions de dollars, Cap-Vert 5 millions de dollars, République démocratique du Congo, un pays à l'échelle d'un continent, se taille la part du lion avec 47,20 millions de dollars, Djibouti 5 millions, Sao Tomé et Principe 2 millions 500 000 dollars, Sénégal 20 millions, Sierra Leone 7,5 millions de dollars, la Gambie 10 millions, le Ghana 35 millions, le Kenya 50 millions. Cette aide concédée à ces pays africains devrait leur permettre de consolider les capacités de prévention et de prise en charge de leur système sanitaire. Une autre somme de 160 milliards est attendue dans un futur proche par ces pays en provenance, bien sûr encore, de la Banque mondiale. Elle aura cette fois vocation à soutenir la mise en place des mesures qui les aideront à faire face aux implications immédiates de la pandémie de Covid-19 et à redresser leur économie. Et au moment où nous diffusons, l'on vient d'annoncer du côté de Bruxelles, en Belgique, où se trouve le siège de l'Union européenne, que les ministres des Finances des pays qui la composent viennent de tomber d'accord sur un décaissement d'une somme de 500 milliards d'euros destinée à soutenir ces pays dans leur lutte contre le Covid-19. Il s'agit surtout de soutenir leur économie en proie aux ravages de cette pandémie. En cette période de confinement partiel au Gabon, notre reporter Edgar Kaba a suivi avec attention le parcours et l'activité exercée par certains commerçants et quelques clients du marché de Montboué, le plus grand de la capitale gabonaise. Voici son reportage. Marché Montboué, un des plus grands marchés de Libreville, en pleine crise sanitaire. Pourtant, l'ambiance n'a pas changé. Les décors sont les mêmes, idem pour les habitudes, malgré les horreurs causées par le coronavirus en terre gabonaise. Caroline est devant des tas de pommes de terre et d'autres vivres. Elle n'a pas de kit de protection, même constat fait en faisant le tour du marché Montboué. Certaines personnes s'expliquent. Vous n'avez pas de gants? Non, je n'ai pas, puisqu'il n'y a pas l'argent, il n'y a plus le marché. On entre plus pour payer les choses. Mais là, vous faites comment maintenant pour servir les clients qui arrivent? On le fait, on dépose son sachet lui-même sous l'œuf. L'État n'a pas préservé comment nous allons faire pour nous protéger des cachinés. Quand nous voyons quelqu'un qui éternue, on le rappelle d'appeler le 1410. On les respecte, mais vous savez qu'au marché, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Si c'est pour des mesures barrières, il y en a, mais c'est difficile à respecter. Mais sinon, nous les respectons en mettant les gants, les cachinets. C'est vrai que c'est coûteux parce qu'après 3 heures, il faut changer, c'est 501. C'est pas vraiment facile, mais on arrive quand même à s'adapter. On fait avec les moyens de bord pour pouvoir respecter ces mesures de barrière. Au fil des clients, il y a certains clients qui se retirent un peu, mais c'est difficile pour un client de demander une marchandise étant de loin. Parce qu'il ne peut pas se mettre à une distance, demander que non, je veux ça, de peur que tu vas lui servir une marchandise qui n'est pas bonne. Donc, la cliente est obligée de se rapprocher auprès de la marchandise. Pour l'heure, les populations continuent de se frotter entre elles. Au marché Montboué,
Allant dans la ville minière où la compagnie minière de Logoué vient de remettre à la mairie de Mwanda du matériel pour lutter contre la Covid-19. La cérémonie officielle de remise des kits sanitaires s'est déroulée en présence des autorités administratives et politiques de cette ville minière. Compte rendu, Nick Jocelyn Fouba. 5 bacs, en plus des bacs existants, du matériel pour désinfecter la ville. 30 kits bientôt installés dans la commune pour permettre à la population de se laver les mains, des gels et des masques pour un montant de 25 millions de nos francs. Ce geste est de la Comilogue pour soutenir la mairie de Mwanda dans la lutte contre le Covid-19. Léopold Batolo, ADG de Comilogue. C'est notre façon à nous, le groupe Eramet et la société Comilogue, d'accompagner la ville. Étant entreprise citoyenne, nous avons jugé utile d'emmener du matériel qui va contribuer à l'assainissement de la ville. Vous avez 5 bacs supplémentaires en plus de ceux qui ont déjà été offerts. Vous avez aussi du matériel pour désinfecter la ville avec le concours des équipes sanitaires du gouvernement. Et vous avez 30 kits qui vont être installés dans la ville pour permettre aux gens de se laver les mains régulièrement. Pour l'équipe municipale, le geste arrive à point nommé, car il va contribuer à la mise en musique de la stratégie contre le Covid-19 initiée par la mairie de Mwanda. Bernard Molonda, maire de la commune de Mwanda. Cette dotation de matériel de lavage des mains et de désinfection des locaux et des lieux publics, associée au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République, nous permettra d'anticiper afin de préserver et limiter l'éventuel impact sur les populations du département de la Lebombi-Leyou. Tout en espérant que tout au long de cette épreuve, la compagnie minière de Logoué, dans son élan de solidarité agissante, continuera à accompagner et à soutenir la municipalité. Entreprise citoyenne, la Comilogue accompagne la mairie de Mwanda dans la concrétisation d'une multitude de projets. Ce partenariat est salué par les autorités de la province du Haut-Ogooué, mais aussi par la population de la ville minière. Dans la province de la Nyanga, un corps sans vie a été découvert jeudi dernier. Il s'agit d'un homme dont l'identité n'est pas encore connue. Les détails avec Annie-Flore Ndembi. Un homme, la cinquantaine révolue, nommé Mbouala Étienne, a été retrouvé mort dans la surface de la douche de sa chambre par les voisins surpris par une odeur nauséabonde dans leur box de commerce situé au centre-ville, plus précisément en face du monument aux morts aux environs de 10 heures. Pensant ainsi à des souris qui seraient mortes dans les coins de leur boutique, c'est en fouillant que l'un d'entre eux va apercevoir les mouches. Alors là, plein de mouches derrière un carton qui se trouvait donc dans la chambre du disparu. Il faut dire que ce sont les odeurs qui ont conduit les voisins dans leur recherche. En s'approchant du carton, la surprise fut grande. C'est Étienne Mbouala qui était allongé, dos au sol et mort. Informé de la situation, la brigade de gendarmerie centre, le procureur et le docteur Massandé sont arrivés sur les lieux pour faire le constat. De celui-ci, il ressort que le défunt aurait trouvé la mort il y a 2 voire 3 jours. Mais de quoi? Eh bien, nul ne sait avec exactitude. Ne pouvant plus amener le corps à la morgue au regard de son état, cet opérateur économique faisant dans le secteur du bâtiment a été inhumé aussitôt, laissant derrière lui une famille et des enfants consternés. Depuis la ville de Tchibonga pour Radio Gabon, la référence, Annie-Flore Ndembi de Pignax. La communauté internationale célèbre ce samedi 11 avril 2020 la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Cette maladie est décrite par le médecin français James Parkinson vers les années 1800. Elle se manifeste entre autres par des tremblements d'une main, une salive excessive et les difficultés d'écriture. Cette affection générative encore peu connue du grand public touche 1,5% des personnes de plus de 65 ans dans le monde. Lise Obonangoro. La cause principale de la maladie de Parkinson est encore inconnue. De très rares cas sont héréditaires et dans ce cas, ce sont des maladies de Parkinson survenant chez des sujets très jeunes. De même, aucun facteur de risque n'est connu avec certitude, notamment aucun facteur alimentaire ou infectieux n'a été reconnu. Le début de la maladie est insidieux et est caractérisé par une réduction de l'activité, une fatigabilité anormale, douleurs mal localisées, difficultés d'écriture, tremblement d'une main et d'une raideur fulgurante.
La maladie de Parkinson est une affection générative rare avant 45 ans. Elle touche 1,5% de la population de plus de 65 ans, qu'elle soit masculine ou féminine. La lésion fondamentale est dégénérescence d'un certain type de neurones, celle dite dopaminergique. La maladie de Parkinson fut décrite pour la première fois en 1917 par James Parkinson, médecin anglais, sous le nom de paralysie agitante. C'est le docteur Charcot, médecin français à l'hôpital de Salpêtrière, qui lui donna son nom définitif actuel. C'est depuis 1987 que la journée mondiale de la maladie de Parkinson est célébrée le 11 avril de chaque année en souvenir de la date de naissance de James Parkinson. En religion, les chrétiens de l'église évangélique du Gabon invités à célébrer la Pâque dans leur maison. La décision a été prise par les autorités de cette congrégation en raison de la fermeture des lieux de culte. Roland Sylvani Andem. Que l'on soit chrétien ou non, chacun célèbre la fête de Pâques à sa façon. Révérend pasteur Christophe Akonomebiam, responsable en second de la paroisse de la Pairie, région synodale de l'Oguessuyer, église évangélique du Gabon. Le terme Pâques vient du mot hébreu Pesha, qui signifie passage. Le passage de Yahvé qui passa par-dessus les maisons des Israélites pour frapper les premiers-nés d'Égypte. Exode chapitre 12, le verset 27 à 23. Il y avait deux Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. La Pâque juive était célébrée en reconnaissance à Dieu de qui viennent la vie et la puissance de procréer. Elle est devenue par la suite une fête annuelle juive qui commémorait la sortie d'Égypte du peuple hébreu. Elle fut appelée fête de Pâques sans levain. C'est cette même fête que Moïse demanda la permission de Pharaon pour aller célébrer dans le désert avec le peuple d'Israël. La Pâque a eu beaucoup de transformations. Comment célébrer cette fête en plein confinement? Le pasteur Akonomebiam. Au moment où le gouvernement a pris des mesures avec les dirigeants des églises et dans le respect strict de ces mesures, chaque famille peut célébrer la Pâque dans sa maison. Chaque famille a une Bible. Chaque famille sait chanter des cantiques. C'est vrai qu'il est souvent souhaitable de célébrer ensemble, mais pour moi, ce n'est pas un confinement en tant que tel, c'est une retraite spirituelle que Dieu nous impose. L'homme de Dieu exhorte les fidèles au respect total des mesures barrières édictées par le gouvernement durant cette période pascale. À l'espoir à présent, avec vous, Tony Ruffin Mavouroulou, nous ouvrons l'actualité sportive avec la remise des 5 attestations d'attribution de parcelles par le ministre de l'Habitat, Léon Armel Bounda Balondi, au ministre des Sports, Franck Nguema. Tout à fait, comme vous l'avez si bien dit, c'est le ministre Léon Armel Bounda Balondi de l'Habitat qui a procédé à la remise de ces documents en présence du président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi. Avec ces attestations, la FIFA pourra démarrer le projet de construction des infrastructures sportives au Gabon. Ray Moussavou Kass de Santa Fe. Le ministre en charge des sports, Franck Nguema, a reçu des mains de son collègue de l'équipement, des infrastructures et de l'habitat, Léon Armel Bounda Balondi, 5 attestations d'attribution de parcelles pour la construction des équipements sportifs avant de les remettre ensuite au président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi. Nous avons rencontré un écho très favorable du ministre actuel de l'Habitat. Ce que nous n'avons pas pu faire en 3 ans, nous l'avons fait en moins de 3 semaines. Aujourd'hui, nous avons 5 terrains, le Walentem, le Goué-Vindo, le moyen Ogoué, l'Angouni et l'Anyanga. Et nous attendons boucler l'opération avec le Goué-Lolo, le Haut-Ogoué et l'estuaire et le Goué-Maritime, bien sûr. Ce projet de construction est entièrement financé par la FIFA, Fédération internationale de football et associations. Les 3 premiers projets que nous avons finalisés avec la FIFA s'élèvent chacun à un peu plus de 60 millions de francs CFA. Et comme c'est un projet standard, donc les 9 sièges de Ligue provinciale vont coûter le même montant. Nous avons prévu, indépendamment du siège, faire un terrain synthétique pour la Ligue. Comme ça, la Ligue pourra organiser ses matchs sur son terrain propre avec ce que nous venons de concrétiser. Les chantiers seront lancés et les ligues seront autonomes. Doter le Gabon des infrastructures sportives modernes traduit la volonté du gouvernement d'inciter les populations à la pratique des disciplines sportives. Léon Armel Bounda Balondi, ministre en charge de l'habitat. Pour faire le sport, il faut donc des espaces.
espace, entre le ministre de l'Habitat. Il y a une procédure à suivre. Dans les jours prochains, la procédure va s'enclencher pour qu'ils aient même un titre foncier. Et ils pourront à cet effet donc faire des travaux et pour que les populations bénéficient du sport qui aussi est la santé. Pour rappel, les 5 attestations d'attribution de parcelles remises à la FEGAFOOT dans le cadre de la réalisation du projet de construction des infrastructures sportives dans notre pays est la contrepartie de l'État gabonais, un partenaire privilégié de la FIFA. Dans sa politique de développement du handball, la CAB, la Confédération africaine de handball, a dévoilé son nouveau logo. Les raisons du changement et l'accueil des acteurs de la discipline dans ce reportage de Frédéric Nancy Pagna. En forme de cercle bleu avec à l'intérieur l'acronyme KHB en gras blanc et une forme humaine jaune tenant une balle, le nouveau logo de l'instance fêtière du handball africain est plus sobre. Un changement motivé par la volonté d'améliorer l'image de l'institution. Charles Omboumayou, secrétaire général de la CAB. La CAB aujourd'hui a des nouveaux sponsors, a une politique marketing assez agressive et cela commande une visibilité. L'une des composantes de cette visibilité est son logo, d'où ce changement inéluctable. Nous avons été conseillés pour cela par des experts en la matière qui ont trouvé que l'ancien logo était trop chargé. Moins chargé que l'ancien certes, mais le nouveau logo est moyennement apprécié par la grande famille du handball africain. Montassar Yazidi, ancien handballeur et directeur général d'une agence médias et communication spécialisée dans le sport. C'est pas très tôt, le logo il est dans son temps, sauf qu'il manque un peu, on va dire, d'appartenance à cette discipline, d'appartenance à ce continent. Il y a une touche de personnalisation, je pense à mon avis, qui manquait. René Kofi, journaliste sportif ivoirien, partage cet avis tout en espérant que le changement de logo constitue l'amorce du renouveau du handball africain. Le nouveau logo est plus digeste, plus agréable. Maintenant, rien ne dit qu'il s'agit de la Confédération africaine, parce que rien dessus ne rappelle l'Afrique. Tout changement est difficile à accepter, mais il faut seulement l'accepter et puis souhaiter qu'il apporte beaucoup de réussite au handball africain. Après la présentation du logo, d'autres plans marketing sont prévus par la Confédération africaine de handball dans le but de rendre la discipline plus attractive et d'attirer de nouveaux sponsors. Nous bouclons cette actualité sportive avec cette nouvelle brève. L'international sénégalais Sadio Mané fête ce vendredi ses 28 ans. L'ailier de Liverpool ne devait pas être plus embêté que ça à l'idée de célébrer son anniversaire chez lui en cette période de confinement. Le Sénégalais sort en tout cas de la plus belle année de sa carrière, souvent décisif dans le Money Time. Mané aura sauvé Liverpool à de multiples reprises cette saison. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, nous arrivons au terme de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, le rappel de ses principales articulations. Lutte contre le Covid-19. Le gouvernement annonce un confinement total de 15 jours de Grand Libreville à partir de ce dimanche 12 avril 2020. Dans ce journal, vous avez suivi la déclaration du Premier ministre sur le plan de riposte et de soutien économique et social. Toujours dans la lutte contre le coronavirus, plusieurs détenus sur l'ensemble du territoire national retrouvent leur liberté. La décision a été rendue publique par le conseiller en communication du ministère de la Justice. Enfin, en sport, Franck Guema, le ministre en charge des sports, entre en possession de 5 attestations d'attribution de parcelles pour la construction des infrastructures sportives au Gabon. Merci Marina Moussavo, merci à vous auditeurs de Radio Gabon. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information. La page de sport était assurée par Tony Ruffin Mavourlou à la présentation. Marina Moussavo, Fabien Guillaume-Kimbele. Merci à toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon pour la réalisation de cette édition d'information. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.